Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir à la tribune de l'ULB et dans le cadre de l'année de la France, Alain Schnapp. C'est un plaisir à la fois intellectuel et humain, puisque nous nous connaissons depuis un certain temps, depuis que nous avons travaillé ensemble à Itanos, un site qu'un certain nombre d'étudiants, de chercheurs, de collègues connaissent également assez bien ici dans l'audience. Alors Alain Schnapp est professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il fut également le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, dont il a été aussi le concepteur, un des concepteurs. Dans ce cadre, je pense qu'on peut vraiment dire qu'Alain Schnapp a beaucoup œuvré pour réformer la politique de l'histoire de l'art et de l'archéologie en France ces 30 dernières années. Mais parallèlement à ses activités, il est également un spécialiste reconnu internationalement, un spécialiste d'archéologie grecque, de l'archéologie de l'objet et de l'histoire de la discipline. Et il est également archéologue de terrain, il a dirigé des chantiers en Italie et en Grèce, parmi lesquels évidemment on doit citer le chantier d'Itanos, donc il l'a dirigé avec Didier Vivier et Thanos Kalpaxis. Il a dirigé le programme de fouilles et de prospection de la cité, qui est située sur la côte orientale de la Crète, et c'était un projet dans le cadre d'un projet mené sous l'égide de l'école française d'Athènes. Alors Alain Schnapp a été l'élève du grand historien Pierre Vidal-Naquet, et il a également fait partie de ces chercheurs qui ont prôné, qui ont créé véritablement une nouvelle approche plus globale, structuraliste du monde grec ancien. Notamment à travers ses travaux menés en collaboration avec d'autres spécialistes tels que François Lissarag ou Françoise Frontissi-Ducroux, et pour ne citer que, il a introduit les apports de l'anthropologie et de la sémiotique dans l'analyse de l'image grecque. Et un de ces aboutissements de cette approche s'illustre à la fois dans ses études sur la chasse et la représentation de la chasse, mais également dans un volume collectif qui est désormais célèbre, La Cité des images, évidemment, paru en 1984. Alors, un autre domaine de recherche d'Alain Schnapp porte sur l'histoire de la discipline archéologique, sur l'histoire de l'étude et de l'analyse de la culture matérielle, et à travers une approche érudite, et vous allez le voir ce soir, à travers une approche érudite qui se veut universelle et comparatiste, il s'est constamment interrogé sur le rôle du passé dans les sociétés, sur les regards des différentes cultures sur leur passé. Et donc, c'est dans ce cadre que l'on peut également citer, parmi ses publications, un autre ouvrage de référence pour les études de la discipline et pour la réception également de l'Antiquité, La conquête du passé aux origines de l'archéologie, paru en 1993. Et donc cet intérêt pour le passé, évidemment, l'a mené au sujet de ce soir, celui de la fonction et de la perception des ruines au sein des civilisations et au sein de civilisations très différentes qui vont de la Chine au Proche-Orient en passant par le monde gréco-romain et par l'Europe. Alors la ruine évidemment est un élément fondateur de notre rapport au passé, à l'histoire, voire même à l'identité, sujet ô combien malheureusement de circonstances aujourd'hui. Elle peut être valorisée, détruite, rejetée, ou encore transformée en objet d'étude ou de modèle artistique, à l'instar de ce que feront de très nombreux peintres lors du Grand Tour européen au XVIIIe siècle. Et on pense notamment à Piranèse, mais aussi à Hubert Robert ou à Charles Le Lorrain. C'est donc ces approches variées qui seront le sujet de ce soir. Et je voudrais remercier encore une fois Alain d'être là et terminer cette brève introduction par une citation qui était reprise par Pierre Vidal-Naquet dans son article « Qui sont les assassins de la mémoire ?» et qui parlait du négationnisme, évidemment. Et il citait George Orwell. Je cite « Qui contrôle le passé contrôle aussi le présent.
Et Pierre Vidal-Naquet d'ajouter, il contrôle aussi l'avenir. Je vous remercie. Bien. Mesdames, Messieurs, cher Athéna, cher Didier, je suis très heureux d'avoir la chance d'être ici, au milieu des amis, et face à un public d'étudiants dont j'entends que certains sont des débutants. J'espère que... Il faut que je me lève, je sais pas, oui, on ne voit pas, hein, non, non, je peux me lever. C'est un plaisir pour moi double de retrouver des amis et puis de réfléchir. Et cette réflexion, je vous y invite, je dirais, face au moment présent. Hein. C'est un moment douloureux pour l'Europe, pour le monde. La responsabilité des intellectuels est de porter témoignage. Et nous nous apercevons que les sociétés qui ne sont pas capables de stabiliser leur rapport au passé sont aussi incapables de gérer leur rapport au présent. Ça renvoie exactement à la citation qu'Athéna vous proposait à travers Pierre Vidal-Naquet il y a un instant. Il y a un rapport intime entre passé, présent et futur. Peut-être dans la culture européenne, celui qui l'a le mieux dit a été saint Augustin dans sa définition du temps. Mais l'Occident n'a pas le privilège du regard sur le passé. Je vous propose de réfléchir à l'idée d'histoire universelle des ruines. Je n'en découvrirai que quelques aspects aujourd'hui, parce que si je vous emmenais sur les chemins des ruines des anciens Chinois, des sociétés pré-islamiques et islamiques, des sociétés amérindiennes ou des sociétés africaines, cela réclamerait beaucoup plus de temps qu'il n'en est disponible aujourd'hui. Mais en vous proposant ces quelques textes, et surtout ces poèmes, car pour moi, l'histoire des ruines est inséparable de la vision poétique du présent ou du passé, qui est au cœur de la réception de l'Antiquité. Et cette vision, elle est universelle. Vous avez des poèmes dans les langues africaines les plus rares, vous avez des poèmes chinois du second siècle avant Jésus-Christ ou du second siècle après Jésus-Christ, jusqu'au XVIe ou XVIIe. Vous avez naturellement toute la poésie grecque, toute la poésie latine, mais je pourrais en citer bien d'autres. Donc il y a un universel des ruines. Le risque quand on parle d'universel est évidemment de dissoudre les sensibilités, les poétiques, les visions historiques dans un melting pot qui n'aurait plus de frontières. Je ne veux pas dire que nous regardons le passé comme les Japonais, que nous pensons le passé comme les Chinois, que nous regardions, nous, dans nos spécificités européennes. Regardez les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Espagnols. Chacun parle des ruines, mais pas exactement de la même manière. Donc il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, comme on disait, et ces demeures, elles, en quelque sorte, incorporent la structure même que les sociétés établissent avec le passé. Cette structure peut s'établir sur des monuments, elle peut s'établir sur des poèmes qui ne sont pas écrits, sur l'oralité, elle peut s'établir sur la textualité. Et en quelque sorte, la relation entre la parole, le texte, le monument ou l'objet, c'est un des triangles qui détermine la structure de la ruine, la structure du regard qu'on peut porter sur le passé. Qu'est-ce que j'entends par ruine? J'entends quelque chose de, par définition, instable, qui est un compromis sans cesse remis en question entre le passé et le présent. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on détruit? De quoi se souvient-on et qu'a-t-on oublié? Est-ce que le souvenir est un mode de combattre l'oubli?
ou est-ce que le souvenir est un mode de le domestiquer, d'en faire quelque chose qui, dans la transience structurelle de l'humanité, permet de penser l'avant et de penser le futur? Je crois que ces questions-là, elles sont universelles, ou moi, j'ai l'impression, peut-être est-ce un biais dû à la tradition ethnographique comparatiste et à l'œuvre de Lévi-Strauss, qui, vous imaginez, est au cœur de mon interprétation de ce phénomène. Je pense que chez les plus démunis des hommes, qui vivent au fond des Saharas, qui vivent au bord des mers de glace, qui ont à combattre dans les forêts les plus obscures et parfois les plus hostiles, leur survie même est le gage de leur adaptabilité et de ce que Lévi-Strauss appelle la singularité des cultures et leur égalité fondamentale. Personne ne peut prétendre que toutes les cultures sont les mêmes, mais du point de vue de l'histoire humaine, chaque culture a droit au respect que ses propres créateurs peuvent lui accorder. Et cette idée, encore une fois lévi-straussienne, elle me sert à définir la ruine comme une succession d'états d'équilibre qui font que, à certains moments, une société a plus besoin des ruines qu'à d'autres, que certaines sociétés cherchent l'éradication. Quand nous sommes bouleversés par ce qui vient de se passer en Syrie, nous ne pensons, et justement, qu'à la violence et à la barbarie qui s'exerce contre le passé, et cette barbarie est inséparable de la barbarie qui s'exerce contre le présent, contre les hommes. Nous pleurons les hommes, et vous avez vu que, au point que les barbares qui tentent de détruire Palmyre ont aussi assassiné le directeur des Antiquités. Donc les hommes ont quelque chose à voir avec les ruines. Et il y a un des mots de Heinrich Heine qui m'a inspiré, qui dit, peut-être aussi parce que j'ai un certain âge, nous ne comprenons les ruines que quand nous devenons nous-mêmes des ruines. Mais appliquer cet aphorisme poétique de Heine à notre situation actuelle, vous comprenez très bien combien chaque société, même celle qui le nie, est obligée d'affronter le passé. Et dans cet affrontement, dans les dialectiques et les outils qui sont inventés pour cela, se noue la pensée sur les ruines. Ce qui me paraît fondamental dans l'idée de ruine, où le latin ruina vient de ruo, ruere, ce qui se défait petit à petit. Et cela correspond au grec ereipia, qui vient du même radical. Et ce concept-là, la chose qui a été et qui se défait, la chose matérielle, il y a dans ereipia, vous voyez, ça a été raboté, s'oppose à un autre type de ruine, qui est à la fois différent et proche. C'est la trace. En latin, vestigia. Qu'est-ce que ça veut dire, vestige? C'est la trace que laisse un animal sur le sol ou sur le sable. Les traces des pieds d'un homme ou d'un animal. Et nous verrons que dans la pensée occidentale, cela est très important. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vestigia, ça se dit comme ça en latin, et ça se dit ikné en grec, et ikné a le même sens. Il est à la fois ce que le chasseur observe quand il poursuit le gibier, et ces traces des civilisations du passé. Mais en quelque sorte, ereipia et ruina, c'est quelque chose en relief. C'est ce qu'en arabe on appelle un tel. Et cela s'oppose à ce qui est justement le vestige ou l'ikné, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut être qu'un bout très relatif de ce qui a été, mais qui reste distingué. On est capable de le repérer. Comme vous repérez la trace du pas du Christ dans la basilique de l'Assomption, dans la tradition chrétienne, comme vous repérez la trace de Mahomet dans un certain nombre de sites,
ou comme vous reconnaissez sur le visage du croyant ce qu'en arabe on appelle attar. Attar, c'est cette bosse du croyant qui, dans sa révérence à Dieu, en se prosternant, a modifié en quelque sorte sa peau. Et attar, c'est justement un mot qui correspond en quelque sorte à l'opposition que je citais tout à l'heure entre Ikné et Erepia, entre Vestigia et Ruina. Et en arabe, vous avez une opposition entre attar, cette petite bosse que vous avez là, ce petit monticule, et puis le tel, atlal. Le terme tel est dérivé de l'arabe classique atlal, et atlal, dans l'arabe préislamique, signifie les traces du campement. Qu'est-ce que c'est que les traces du campement? Les traces des hommes que vous voyez dans le sol. Et une série de poèmes qui sont les plus beaux de la langue arabe originelle s'appelle les mu'allaqat. Ce sont les vers suspendus à la Kaaba, qui datent d'avant Mahomet et qui racontent comment les hommes du désert voient dans le désert les traces de ceux qui ont été là avant eux. C'est une idée de la ruine qui est la ruine de l'extrêmement proche et qui s'oppose aux ruines de ce qui est lointain. Et ce sera justement un des basculements dans la pensée arabe quand on passera d'Atlal, ces ruines proches, à Attar. Et dans Attar, les ruines qui constituent l'héritage historique, il y aura les pyramides d'Égypte, il y aura Palmyre, il y aura tout ce que les penseurs arabes de la Renaissance arabe, du grand moment de la traduction, du 9e et du 10e siècle, appelleront les vestiges de la Jahiliya, les vestiges d'avant l'islam. J'ai insisté dans cette introduction sur ce point parce qu'il est pour moi un des critères de l'universalité des ruines si l'on accepte la variété du champ lexical de la ruine et la variété des définitions qu'on peut en donner. La ruine, la trace, c'est justement ce qui peut rester du passage éphémère de quelques hommes, ou de quelques animaux, dans quelque endroit qui en a gardé la trace. Et puis ça peut être ces vestiges immenses, les pyramides pour en prendre, ou les statues de l'île de Pâques, ou les mégalithes, qui posent encore la question de leur usage et de leur identité. Le psychanalyste Jean-Lefebvre-Pontalis a dédié un petit livre aux traces entendues du point de vue de la psychanalyse moderne. Et j'extrais de son très beau livre ces deux passages qui, sur le plan philosophique, correspondent à ce que j'ai essayé de vous présenter, de vous expliquer sur le plan anthropologique. Il y a ruine et ruine, celle propice à la douce mélancolie, à la nostalgie, le monument, temple, château, donjon, abbaye, déjà sacré ou noble à l'origine, s'en trouve encore rehaussé, acquiert plus de noblesse, accède à la pure beauté, devient plus sacralisé, de n'être plus ce qu'il a été, d'avoir perdu avec l'épreuve du temps sa fonction, sa raison d'être, et d'être pourtant toujours là, maintenu non dans son intégralité, surtout pas, mais dans ce qu'il a fait être. Il y a toute une tradition picturale des ruines et des naufrages, alliance de la peinture et des ruines dans leur pouvoir d'évocation, de ce qui n'est pas, de ce qui n'est plus observable, de part en part, sous nos yeux. Donc il y a un délice esthétique de la ruine, il y a une présence de la ruine si forte que l'amateur de ruines, au sens d'Hubert Robert, qu'on citait tout à l'heure, préfère l'objet, le monument ruiné, au monument qui vient d'être élaboré. Mais il y a un deuxième type de ruines, nous dit Pontalis, qui sont les ruines de la désolation, les ruines de l'éradication, les ruines de la guerre. Errer dans une ville bombardée, sinistrée, dans un quartier détruit, déserté de ses habitants, nous accable. Mais la vision d'un chantier de construction laissé à l'abandon nous indigne. Elle ne sera jamais finie, cette maison. Quelle faillite! Elle est morte avant d'être née. Elle est déchet misérable sans être parvenue au statut émouvant de relique, de vestige
inachevé, mais inachevé à jamais, le temps ne lui aura donc pas été laissé de devenir une ruine. Et dans cette vision de l'écrivain et du psychanalyste, vous avez cette conjonction des temps. La ruine, pour être, doit exister dans le temps, et qui observe la ruine doit fabriquer des mécanismes qui mettent ces vestiges à distance. Le premier dans la tradition européenne à avoir en quelque sorte imaginé les ruines du futur, après Thucydide peut-être, dont nous reparlerons, a été Hubert Robert, avec sa grande galerie du Louvre. Rappelez-vous que Robert était le conservateur, l'un des conservateurs de ce qui a été le proto-Louvre sous la monarchie. Et la force de la réflexion de Robert est de nous dire cet extraordinaire musée, qui sera le musée de tout ce que les arts de l'Europe ont contribué à donner à la société moderne, un jour, ce musée sera défait. Il ne sera lui-même qu'une ruine dans lesquelles les hommes qui ont subsisté ou qui auront subsisté viendront admirer les vestiges. Et vous voyez indistinctement au centre ce grand vase qui est le vase Borghese et qui est en quelque sorte, depuis la Renaissance, l'emblème de l'Antiquité. Il y a de l'ironie chez Robert, mais il y a en même temps que l'ironie de la modestie. C'est un appel pour dire « rien n'est immortel, nous passerons tous ». Et notre manière d'y faire face, c'est de réfléchir. Et Diderot, critique de Robert, a probablement été le premier à élaborer notre moderne théorie occidentale des ruines. Il s'adresse à Robert dans l'un des salons. « Puisque vous êtes voué à la peinture des ruines, sachez que ce genre a sa poétique. Vous l'ignorez absolument. Cherchez-la, vous allez le faire, mais l'idéal vous manque. On ne peut pas peindre les ruines sans une réflexion sur le temps qui passe. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes, tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux, ce monde. » Et Diderot continue, et là, il a cette révélation, il n'est pas le seul à l'avoir, nous le verrons, mais qui est l'affirmation de la continuité entre les ruines de l'homme et les ruines de la nature. La ruine est l'effet du temps qui passe, de l'oblivion qui touche la mémoire des hommes, et en même temps, la ruine est un état de nature. L'homme vit dans une nature qui, en quelque sorte, lui présente la face des millénaires et des années millionnaires qui se sont succédés. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent? Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Il y a donc face au minéral, en quelque sorte, la peur structurelle de la fin qui touche non seulement la singularité des vies, mais la collectivité des vivants. Et on pourrait suivre Diderot dans diverses expériences de la modernité, mais un photographe de génie comme l'italien Basilico a consacré toute une série de reportages à la vision des ruines. Et vous le voyez dans le caractère dépouillé qu'il donne aux ruines de l'histoire, les antiques de Saint-Rémy, ou qu'il donne à l'amphithéâtre d'Arles, dans les spolias qui apparaissent à travers le grain très raffiné de ces photos en noir et blanc. Il y a à la fois la réflexion de ce qui arrive au monument et la préscience intime de la relation entre ces monuments et la modernité.
Les ruines de l'Antiquité, comme les ruines contemporaines, que vous voyez ici, les ruines des villes bombardées, ont quelque chose à voir avec un temps qui jamais ne reviendra, avec une fragilité qui étreint toutes les sociétés et dont les témoignages contribuent à nous donner un sentiment philosophique de notre fragilité. Et ça, c'est la guerre à Beyrouth. Mais il y en aurait bien d'autres, évidemment. C'était une introduction un peu longue, mais je voudrais maintenant essayer de suivre avec vous un parcours. Je vais partir de la matérialité des ruines et je vais ensuite essayer d'explorer la relation que je pense, elle aussi, fondamentale entre l'objet matériel, que ce soit un objet venu de la nature ou venu de l'industrie humaine, et la représentation que les hommes se font du temps dans la poésie des ruines, qu'elle soit en prose ou qu'elle soit en vers. Chateaubriand a repris la pensée de Diderot et lui a donné cette onction dramatique que le romantisme a imaginée. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de nos existences. Et Chateaubriand, qui avait visité tout ce qui pouvait se visiter de son temps, en était conscient. Regardez par exemple cette illustration d'un codex, le codex Marcanova, fameux humaniste du XVIe siècle, ami des plus grands, Felice et Feliciano et quelques autres, qui représente le Testaccio. Et vous voyez, il représente une Rome qui est une Rome de la Renaissance, avec ses châteaux, etc. Et puis du sol sortent ces céramiques. Mais vous voyez, ce ne sont pas les... Si vous allez sur le Testaccio, vous trouvez de la céramique au sens de l'archéologue, le tesson, le bout, le fragment. Non, là, ce sont des vases qui, à côté des végétations, semblent enfouis et en même temps sortir du sol. Il y a dans le Testaccio comme une espèce de provocation où on ne sait pas si le Testaccio est le vestige de milliers d'années pendant lesquelles on a déposé des fragments, des rebuts céramiques, ou si brusquement, c'est quelque chose qui sort du sol. Et cette image est absolument contemporaine d'une autre qui n'a absolument rien à voir avec elle. Celle-là vient d'un traité d'un moine du XIIIe siècle qui a systématisé Aristote pour les universités médiévales et qui a été recopié systématiquement. Et le traité de Barthélemy de Glanville est illustré de vignettes. Et dans l'une de ces vignettes, vous avez la naissance des êtres et des choses. Donc vous voyez, les poissons sortent de l'eau, les animaux sortent du sol. Hein, vous avez le sanglier, le cheval, le cochon, le loup. Vous avez donc, dans la rivière, et puis vous avez les fleurs, bien sûr. Mais regardez ça. Sponte nascitur olle, nous dit-il. Les vases naissent spontanément du sol. Par une espèce de phénomène biologique qui fait que sur les terres meubles de la Lusace, du nord de la Pologne, on rencontre ce que nous appelons aujourd'hui les cimetières protohistoriques. Eh bien, pour les hommes du XIVe, du XVe siècle, du XIIIe siècle même, parce que l'histoire commence avec Johann Dlugosz à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, ces vases ne sont pas des produits de l'industrie humaine, mais un signal que des êtres ou que Dieu lui-même envoie aux hommes et sont en quelque sorte la manifestation du passé, mais non pas d'un passé humain, mais de quelque chose qui est de l'ordre de la nature. Ce genre d'illustration nous dit les objets anciens peuvent être créés par la main de l'homme, et nous en connaissons certains, mais d'autres sont le produit de la nature. Ce n'est pas parce que nous sommes en Belgique que je voudrais faire appel à un sentiment de fierté nationale, mais le document le plus ancien qu'il m'était donné de trouver au cours de quelques dizaines d'années de recherche
pour illustrer la première fouille jamais réalisée en Occident, est un document qui illustre une fouille réalisée près d'ici en 1507 à Zaventem. Et il s'agit, alors ce n'est certainement pas la première fouille au monde, je peux vous citer des textes égyptiens, mésopotamiens, grecs, latins, syriaques ou autres qui décrivent des fouilles. Ce qu'il y a d'extraordinaire à Zaventem, c'est qu'on a un dessin que le bourgeois qui possédait cette petite colline avec ses arbres s'est dit qu'il voulait la transformer en champ. Et en la faisant fouiller, voilà qu'il trouve un sépulcre romain et des objets, sculptures, ou vases, oui, je n'ai pas pris toutes les illustrations, qu'il fait dessiner par un dessinateur qu'il a commis. Et ce simple fait que pour le mécanisme de la fouille, on le connaît au moins attesté depuis le 3e millénaire en Égypte et en Mésopotamie. Mais je ne connais pas de dessin de fouille antérieur au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, les architectes, à la fin du XVe siècle, en fait, à Rome, Alberti le premier, dira « On ne peut plus parler de l'Antiquité seulement avec des mots, il faut parler de l'Antiquité avec la plume. » Et cette Antiquité qui est due à la plume, c'est en Belgique que, par un hasard extraordinaire, un bourgeois du XVIe siècle en a gardé la première trace qui est conservée dans un manuscrit de la bibliothèque de Vienne. Quelques années plus tard, on assiste à un autre processus, qui est celui de la prise de conscience collective par les sociétés européennes de l'intérêt d'excaver le passé. Les fouilles d'Augst, menées à la fin du XVIe siècle par Basil Hammerbach, un bourgeois de Bâle, sont les premières fouilles systématiques avec relevé topographique d'un ensemble urbain classique. Mais leur qualité est d'abord de nous donner des documents graphiques de toute première force, mais surtout d'être commissionnés par la ville d'Augst qui paye pour les fouilles, les relevés et les publications. Quelques années plus tard, les antiquaires romains vont entreprendre l'exploration systématique de la cité. Ça a commencé au XVe siècle avec Poggio Bracciolini et Biondo. Mais c'est à la fin du XVe et au début du XVIe que se mettent en place les systèmes de relevés, la volonté de normer. Ce qui m'intéresse dans cette vue des délices de la ville de Custos, c'est la représentation du dessinateur, enfin de la femme avec ses enfants qui est là, du dessinateur qui est caché par là, et de cette idée que les objets, enfin les monuments, semblent sortir du sol d'une gangue qui est la gangue de l'histoire. Comment s'articule la relation entre le relevé du passé et la narration du passé, entre les mots et les choses? C'est encore une ville qui nous donne la réponse. Dans la ville d'Augsbourg, soumise à la pression politique des proches des Hohenzollern, dans le courant du XVe siècle, s'impose la nécessité d'écrire une histoire de la ville d'Augsbourg. Et donc, là encore, les bourgeois d'Augsbourg payent un érudit, Sigismond Meisterlin, qui est un moine, pour écrire une histoire de la ville d'Augsbourg illustrée. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas la première illustration, mais une reprise graphique dans un ouvrage publié sur Augsbourg au XVIe siècle. Mais l'image date du milieu du XVe. Et cette image est extraordinaire du point de vue de notre théorie des ruines, parce qu'elle rend vivante le passé. Ce n'est pas un plan. Vous avez la Weser ici, qui traverse Augsbourg, et les hommes préhistoriques, là, qui vivent dans des cabanes. Et vous voyez, si vous connaissez un peu l'archéologie médiévale de la Flandre et de l'Allemagne du Nord, ça, c'est ce qu'on appelle des terpen. Hein, ces cabanes construites avec de l'herbe qui viennent isoler le haut. Et à l'intérieur, vous avez ces personnages. Vous avez une femme qui allaite,
des hommes qui ramassent des glands, des cabanes de chasse, et le texte explique, c'est une reprise, la redécouverte de Lucrèce, que les hommes du passé, avant la construction d'Augsbourg, vivaient comme des sauvages dans des grottes, ils ramassaient des glands, vivaient de la chasse et n'avaient pas de quoi se nourrir autrement que par la cueillette. Et de l'autre côté, on passe au temps romain, c'est la fondation de la ville d'Augsbourg. Mais vous voyez qu'elle est étrange, cette ville d'Augsbourg. Elle est construite en bois, et les hommes qui la construisent sont vêtus comme des hommes du XVe siècle. Quand on historicise le passé, on l'historicise à travers des catégories graphiques qui sont celles des hommes du présent. Et cette dialectique entre se remémorer le passé et le figurer est un des problèmes constants de la tradition des ruines occidentales, que vous trouvez par exemple dans les gravures des frères Magnus. Les frères Magnus sont les archevêques d'Uppsala, enfin l'archevêque d'Uppsala et son secrétaire, chassés par la réforme du grand siège épiscopal, archiépiscopal d'Uppsala, qui se réfugient à Rome, dans la belle église de Sainte-Brigitte, en face du palais Farnèse, et qui occupent, comme le disait Borges dans un poème magnifique, les soirs romains à écrire l'histoire de la Scandinavie. Et dans cette histoire de la Scandinavie, pour la première fois, les runes trouvent leur place. Et vous voyez ici, donc, c'est un temple du feu des anciens Germains, avec, dans ce paysage, avec des châteaux. Et ici, vous avez en rune un mot latin, Antiquitates servandæ. Donc, l'érudit utilise la vieille écriture runique, encore en usage pour les dédicaces des églises, hein, ça c'est aussi un fait intéressant, que surtout en Norvège, mais en Suède aussi, la dédicace d'une église utilise l'alphabet runique et non pas l'alphabet latin. Et il présente ce motif, il faut préserver le passé. Et vous en avez encore un exemple là, où vous voyez de façon extraordinaire les mégalithes que les gens du XVIe siècle n'arrivent pas à interpréter, sont vus dans ces formes triangulaires de pyramides. Et là, vous avez un temple, à nouveau, et des colonnes inscrites. Mais pour penser le passé, on va chercher la forme pyramidale, parce qu'on ne sait pas s'expliquer d'où viennent et à quoi servent les pyramides. À la même époque, un érudit hongrois, élève de Guillaume Budet, Johann Sambucus, Sambosch, en hongrois, écrit un livre d'emblémata. Ces petits emblèmes, ces petites vignettes qui étaient très à la mode dans la culture savante du XVIe siècle. C'est en général une vignette qui décrit une activité culturelle, sociale, politique, et un petit poème qui l'accompagne. Le dessin ici vous montre très bien les arcs romains. Ici un bâtiment, deux érudits qui discutent sur une tête qui vient d'être trouvée, et un homme qui fouille avec sa pelle. C'est une des toutes premières représentations de l'excavation du sol. Elle est de quelques décennies postérieures à l'image de Saventem, que je connaisse et qui montre cette expression nouvelle de la Renaissance, qui est de dire que les objets sont aussi importants, voire plus importants que les textes. Et le texte latin, ce petit livre existe en flamand, il existe en allemand, il existe en anglais, il existe en français, il existe en latin. Voilà la traduction française du XVIe siècle. Le temps peut tout dompter, il voit tous les humains, et pour cela encore qu'ils forgent de leurs mains. Pourtant, l'Antiquité, entre tous honorable, demeure avec le temps à jamais perdurable. Donc, l'Antiquité résiste. Comme tu peux le voir, et les marbres gravés montrent la grande vertu des hommes éprouvés. Les grands arcs de triomphe et beauté des médailles, le visage gravé aux antiques médailles, témoignent aujourd'hui la grandeur des esprits, dont encore en papier les noms ne sont écrits. Donc l'objet, le monument, a plus de fides, a plus de veritas, a plus de capacité de démonstration que le texte. Mais est-ce que la bataille est gagnée? Non. Au même moment, un autre érudit, Whitney, anglais, dit exactement le contraire. Scripta manent. Vous voyez, les architectures s'effondrent, les murs s'effondrent, mais les textes sont bien là, préservés. Un bon livre
dit-il, vaudra toujours mieux qu'un texte. Et dans son sonnet 55, Shakespeare reprend exactement ce même thème. Ni le marbre ni les mausolées d'or des princes ne dureront autant que ces vers tout-puissants, mais vous y brillerez avec plus de splendeur quand la dalle poudreuse ou que salit le temps. La guerre folle peut renverser les statues et les émeutes ne laisser pierre sur pierre, ni Mars armé ni ses rapides incendies ne brûleront votre vivant mémorial. Contre la mort et contre tout l'hostile oubli, vous marcherez vainqueurs, il n'est temps à venir, si reculé soit-il, où n'aille votre éloge, et des yeux le verront jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce jour, vous ressuscite ici, vous vivez, vous restez dans les yeux des amants. Bon, la splendeur de la poésie de Shakespeare se met au service d'une définition de la tradition textuelle qui combat celle de la tradition matérielle. Au même moment, Vredeman de Vries publie un volume qui est un livre extraordinaire dans lequel chaque période de l'humanité est liée à un ordre d'architecture. Au début, il y avait le dorique, et à la fin, il y a ces architectures composites. On est passé par le dorique, par l'étrusque, par le ionique, par le chapiteau composite. Mais la dernière de ces planches, on voit un peu mal, mais vous voyez, c'est un vieillard sous une coupole, un monument funéraire déjà, face à la mort, face au temps avec Sappho, face à des fragments de colonnes, face à la fosse qui est déjà creusée et qui l'attend, et ce monument dit 80 ans. C'est un homme au dernier degré de la décrépitude. Il est entouré par quoi? Il est entouré par tous ces monuments, obélisques et autres, et par ces cadavres qui annoncent sa fin proche. Donc la mise en scène des ruines des monuments correspond à celle des ruines des corps. Et chez Théophraste de Hohenheim, le fameux Paracelse, on retrouve un peu le même discours. Vous voyez ce chemin avec ses ornières, c'est le chemin du temps, hein, la route du temps, la route immémoriale du temps, comme dire. Il est là, vous voyez les ornières, puis le temps souffle et il détruit tous les textes. Et la philosophie qui apparaît derrière ce texte, c'est que dans la nature, il y a des choses que l'on ne trouve pas dans les textes, et on retrouve un peu la métaphore du texte hongrois de Chambouchouche. Venons-en maintenant à ce que j'annonçais dans ma présentation, la trace. Qu'est-ce que la trace par rapport à la ruine? Chez les théologiens d'Occident, la trace est un des moyens de dépeindre la divinité. Mais cette réflexion théologique, elle a une fonction critique qui est de dire attention, on construit des basiliques dans toutes les stations du Christ, on monumentalise tout le paysage de la révélation, et ce faisant, on court des risques. Quels sont ces risques? Les voici. Dans la basilique de l'Ascension, ce lieu seul d'où le Seigneur s'éleva dans un nuage et d'où il prit captive dans sa chair notre propre captivité, aucun marbre ou pavement n'a jamais tenu, et le sol lui-même a rejeté tout ce que la main de l'homme a tenté d'y ajouter dans le but de l'embellir. C'est pourquoi, sur tout l'espace de la basilique, le sol demeure vert sous forme d'un gazon, et le sable conserve bien visible et en même temps accessible pour ceux qui l'honorent la trace du pied divin dans la poussière marquée par Dieu. Donc gardez-vous de trop monumentaliser. Ayez la modestie de regarder les choses. Eh bien, ce texte si fondamental d'une exégèse chrétienne, j'en trouve une trace chez les Mélanésiens du Vanuatu. Dans la fouille extraordinaire réalisée par José Garanger, dont j'ai été étudiant, un ethnologue qui a fouillé en 1964 un site sur une des îles du Vanuatu, site dont il avait appris l'existence par une chanson de geste qu'il avait recopiée et traduite. Donc en 1964, Garanger se fait réciter par un barde la chanson de la fondation du Vanuatu. Et il la transcrit. Et dans cette chanson, il y a une description archéologique. Roi Mata
est un héros mythique venu du sud en pirogue avec plusieurs compagnons. Il aborda Éphaté, la petite île à la pointe Maniura. Il réussit à dominer peu à peu toutes les populations côtières de l'île au cours d'une cérémonie qui ressemble à un baptême et dont les chants sont conservés. Il créa de nouveaux chefs, choisis parmi ses compagnons, en installa plusieurs à Éphate et envoya les autres dans les petites îles situées plus au nord et en particulier à Kouvaé. Les spécialistes d'archéologie grecque ici présents ont l'impression de lire un texte d'Hérodote ou de quelqu'un de ce genre. On dit aussi qu'à sa mort, son corps fut exposé dans les différents clans qui lui devaient allégeance, puis il fut transporté pour y être inhumé dans un îlot corallien nommé Retoka, situé non loin de la côte nord-est d'Éphaté. Une grande foule accompagnait sa dépouille. Elle n'eut pas besoin de pirogue, car la mer s'ouvrit devant le cortège et l'on put traverser à pied sec. Une grande cérémonie accompagnée de sacrifices fut accomplie, qui dura plusieurs jours. On dit encore qu'une partie de la suite du fondateur, roi Mata, et des représentants de chaque clan furent enterrés vivants. Ils étaient volontaires pour le suivre au pays des morts. D'autres individus avaient été sacrifiés durant la cérémonie funèbre. Et José Garanger a fouillé avec les chefs coutumiers dans cet endroit, et il y a trouvé la confirmation. Vous voyez la chambre sépulcrale des deux fondateurs, avec les personnages sacrifiés et tous les serviteurs dans diverses positions qui sont inhumés l'un à côté de l'autre. Et la datation au Carbone 14 nous donne 1450-1500. Donc ce texte, recueilli en 64 par Garanger, rend compte d'une situation qui s'était produite 5 siècles auparavant dans l'île. Et il y a voilà une photo de la sépulture. Ce genre de texte est évidemment fondamental pour nous. Pourquoi? Parce qu'il met en perspective le rapport entre l'oralité et la matérialité. Et c'est une question qu'on peut se poser de façon transculturelle. Nous savons qu'en Occident, la mémoire orale fait partie d'un corpus qui, d'une certaine façon, s'oppose ou complète la mémoire écrite. Et je commenterai dans un instant, évidemment, vous attendez tous le poème d'Horace, Ex egi monumentum aere perennius. Mais ma surprise a été grande quand j'ai découvert qu'au XIIIe siècle en Égypte, des poètes disaient exactement la même chose qu'Horace. Ces écrivains, hommes de savoir, qui remontent au temps postérieur à l'arrivée des dieux, ces vrais devins du futur, donc les écrivains, les poètes sont les devins du futur, ils sont devenus tels que leurs noms s'inscrivent dans l'éternité, bien qu'ils soient partis là-bas quand leur temps de vie s'est achevé, quand leurs contemporains sont tous oubliés. Qu'est-ce qui est utile pour lutter contre l'érosion de la mémoire? La poétique et la poésie. Ils ne se sont pas bâtis des pyramides d'airain, pas plus que des stèles de fer. Ils n'ont pas cherché à laisser des héritiers sous la forme d'enfants pour conserver leur nom vivant, mais ils ont créé des livres pour héritiers et des leçons qu'ils ont composées. Ils se sont empressés de présenter aux prêtres lecteurs les rouleaux inscrits et les tablettes inscrites aux fils aimants. Le jonc et leurs fils, la surface polie et leurs femmes, les grands comme les petits leur ont été donnés comme enfants. Le scribe l'emporte sur tous. On leur a construit des portes monumentales et des chapelles, elles se sont effondrées. Leurs autels sont salis par la terre. Les prêtres chargés des morts s'en sont allés. Leurs chapelles funéraires sont oubliées. Mais la poésie, elle, demeure. Et là, le poème se termine en disant qu'un poème est plus solide qu'une pyramide. Et à quelque temps de là, enfin un peu plus en avant dans le temps, Naram-Shid d'Akkad est supposé avoir rédigé cette inscription qui est destinée à ses successeurs. Qui que tu sois, gouverneur ou prince, ou quiconque d'autre que le Dieu décidera d'appeler à régner sur ce royaume, j'ai fait pour toi un coffre et j'ai inscrit un naru, une inscription funéraire, dédicatoire, pour toi, et dans le temple de Nergal, je l'ai laissé pour toi. Lis donc ce naru et écoute les mots qui suivent. Car qui n'écoute pas les mots du passé ne peut pas comprendre le présent. Acharadon, autre souverain plus récent, évoque le temple d'Assur. Le temple primitif d'Assur, Kouspia, mon ancêtre, prêtre d'Assur, avait bâti jadis, était tombé en ruine. Hérissoum, fils d'Illussouma, mon ancêtre, prêtre d'Assur, l'avait reconnu. 120 années s'étaient écoulées. Il était retombé en ruine, et Shamshi-Adad, fils d'Illu-Kapi, mon ancêtre, prêtre d'Assur, l'avait reconstruit. 434 ans s'étaient écoulés.
ce temple fut détruit par un incendie. Salmanasar, le fils d'Adan Nirari, mon ancêtre, prêtre d'Assur, le reconstruisit. 580 ans s'étaient écoulés. La celle-là intérieure où demeure Assur, mon seigneur, le Bith Saori, le sanctuaire de Koubou, celui de Dibar et celui d'Ea étaient ruinés, décrépits et vétustes. Et lui, le grand roi, va les restaurer. Il va, naturellement, ces chronologies peuvent être plus ou moins précises ou fantaisistes. L'essentiel est qu'elles soient énoncées. Dans le monde grec, nous trouvons, sur des distances moins longues de temps, la même réflexion ou le même combat de la textualité ou de l'oralité contre la matérialité et de le conflit entre la textualité et l'oralité. Dans la 6e Pitique, Pindare énonce ceci: pour les Héménides, nous avons achevé de bâtir dans l'opulente vallée d'Apollon un trésor des hymnes, Thésaurus Hymnon, qu'ils ont mérité par leur victoire pitique. Ni la pluie, ni l'hiver, ni le vent ne réussira à le détruire afin d'emporter les débris. Jusqu'aux abîmes de la mer, sa façade illuminée d'une lumière pure. Prosopone, en grec, la façade. Et c'est aussi le visage. Et il y a un poème célèbre de Cavafis qui met cela dans une musique indépassable. Pindare lui-même, dans la 6e Néméenne, dans la 4e Néméenne, continue. Si tu me demandes de dresser pour ton oncle maternel Caliclès une stèle plus blanche que le marbre de Paros, sache que l'or qu'on passe au feu n'est qu'une splendeur fulgurante, mais que l'hymne qui célèbre les grands exploits fait d'un simple mortel l'égal des rois. Les mots sont plus durs que les choses. Si forts sont les mots que même en cas de guerre, et de la plus violente des guerres, peut-être que l'absence est plus solide que la présence. Et c'est le serment de Platée. Et ce serment de Platée, c'est, si vous voulez, la matrice de tous nos comportements mémoriaux. Pensez à Oradour-sur-Glane, pensez au mémorial de la destruction des Juifs à Berlin, pensez au mémorial du Cambodge à Phnom Penh. Le serment de Platée disait ceci: je n'accorderai pas à la vie plus d'importance qu'à la liberté. Je n'abandonnerai pas les chefs vivants ou morts, mais j'ensevelirai tous les alliés tombés au combat, et si je l'emporte sur les barbares, je ne détruirai aucune des cités qui ont participé au combat, et je ne reconstruirai aucun des sanctuaires brûlés ou détruits, mais je les laisserai comme souvenir aux générations du futur et comme preuve de l'impiété des barbares. On peut discuter à l'infini, il y a une bibliographie pour les hellénistes d'au moins 3000 pages sur le serment de Platée. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas son historicité réelle, c'est l'énoncé qu'elle postule, que la présence est plus forte quand on laisse un monument vacant, béant, que si on le reconstruit. Et dans le fond, l'inscription des Thermopyles dit exactement la même chose. Leur tombe est un autel, au lieu de pleurs, souvenir, en guise de piété, louange. Un tel linceul, ni la décrépitude, ni le temps qui tout domine, ne peut le noircir. Cette tombe des hommes courageux programme la gloire de la Grèce, comme celle de ses habitants. Là encore une fois, les mots l'emportent sur les choses. Chez Ausone, bien des siècles après, ce petit poème est un poème qui est dédié à tous les épigraphistes du monde. Parce que, d'une certaine façon, il fait de l'épigraphie une lutte contre le principe d'incertitude. Une seule lettre brille, entre deux points, et seul ce signe L marque le prénom. Ensuite est gravé un M, qui, je crois, n'est pas entier. La pointe a sauté avec un morceau de pierre cassée. Est-ce un Marius, un Martius, un Métellus? Qui repose ici? Personne ne peut le savoir à des marques certaines. Les lettres arrachées gisent, leurs lignes mutilées, et dans la confusion des caractères, tout sens a disparu. Excusez la faute de frappe. Nous étonnerions-nous que les hommes soient morts, les monuments s'effritent, le trépas arrive, même pour les pierres et les noms. Et on a l'impression que c'est un texte de Walter Benjamin, et pas un texte du IVe siècle après Jésus-Christ. Regardez à Rome. On y dit la même chose que ce qu'on dit face à la basilique de l'Assomption. Ce texte de Denis Nalicarnasse pourrait être prononcé par Paulin de Nol. On décrit la vie des anciens Romains, une vie pauvre, agreste. Leur vie était celle de Bouvier, ils vivaient de leur seul travail. Dans des montagnes, des bois, des huttes faites de roseaux. Une de celles-ci, appelée la hutte de Romulus, existait encore de notre temps sur les flancs du Palatin qui fait face au cirque. Elle est gardée comme une chose sacrée par ceux qui ont la charge de ces choses. Ils n'ajoutent rien pour la rendre plus majestueuse, mais si une partie de celle-ci est endommagée par des orages ou par la faute du temps,
il répare les dommages et reconstitue la hutte pour lui redonner autant que possible son aspect ancien. Donc en quelque sorte, la continuité, c'est de ne pas transformer, c'est de réparer. C'est probablement le plus ancien texte qui affirme une doctrine de la conservation minimale par rapport à la restauration qui existe dans l'Antiquité. Ovide le dira de la même façon, « Tempus edax rerum tuque vitiosa vetustas, omnia destruititis, viciataque dentibus aevi, paulatim lenta consumitis omnia morte. » La mort viendra tout consommer. Et dans les Métamorphoses, le texte d'Ovide, qui reprend la vieille leçon pythagoricienne, est en quelque sorte le prélude à la jonction entre la mémoire des hommes et la mémoire de la nature. Je ne pense pas que rien puisse durer sous la même apparence. C'est ainsi qu'après le siècle d'or est venu le siècle de fer. C'est ainsi que divers pays ont changé de fortune. J'ai vu ce qui fut jadis un terrain solide être maintenant une mer. J'ai vu des terres sorties du sein des ondes et des conques marines loin des bords d'Amphitrite. Une vieille ancre a été trouvée sur de hautes montagnes. Des torrents rapides ont creusé des vallons dans les plaines. Les inondations ont fait descendre des collines au sein des eaux. Des marais sont devenus des champs sablonneux. Et des terres arides sont aujourd'hui des marécages. La nature ouvre ici de nouvelles sources, elle en tarit d'autres. Les secousses de la terre ébranlée ont fait naître des fleuves et en ont desséché plusieurs. L'homme doit accepter la transcendance du temps et des métamorphoses de la nature. Et il est lui-même un élément de ce spectacle. Sénèque le dit de cette façon extraordinaire. Il ne faut pas prendre notre mesure d'après ces tombeaux et ces monuments si disparates qui ornent nos routes. La cendre rend toutes choses égales. Nous naissons inégaux, nous mourons égaux. Je le dis, il en va des villes comme des hommes, de leurs habitants. L'illustration de la Via Appia par Piranèse semble un commentaire de ce texte. Et pour conclure, je vous invite à méditer ce texte qui est probablement en Occident le plus original essai pour rendre compte de la tension entre la matérialité des choses et la force de la poésie. Et dans ce texte, je trouve, comme dans un kaléidoscope, réunies toutes ces idées que vous pouvez trouver aussi bien chez les Mélanésiens que chez les Assyriens, les Grecs anciens, voire les Chinois, dont je n'ai pas traité aujourd'hui. J'ai achevé un monument plus durable que le bronze et plus altier que la rouille royale des pyramides, que ni la pluie vorace ni l'aquilon déchaîné ne sauraient détruire, ou, innombrable, la chaîne des années et la fuite des âges. Je ne mourrai pas tout entier, et une partie nombreuse de moi-même échappera à Libitina. Sans cesse, moi, par la gloire et la postérité, je grandirai toujours jeune, tant que du Capitole, le pontife scandera les marches en compagnie de la Vierge silencieuse, je serai proclamé par où retentit l'impétueux Ophide, et là où Daunus, pauvre en eau, a régné sur les peuples rustiques. Bon, et ça continue chez l'achèvement politique. Mais l'immortalité, elle est donnée par la voix du poète. Je ne pense pas que le général de Gaulle ait été un poète, mais je pense que le général de Gaulle avait l'expérience intime de la parole dans son lien avec l'historicité. Et je vous invite à méditer ce petit discours qui a quelque chose à voir avec l'actualité. Notre ami va nous présenter, et qui sera la conclusion de mon petit exposé. C'est le discours donné donc par le général de Gaulle en juin 1944, lors de la libération de Paris. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours, désormais de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Vous voyez que dans ce texte, on a l'impression qu'il a relu Pindare avant de le composer. Voilà, je suis à votre disposition. Alors, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Alain Schnapp pour cette
cette présentation remarquable, panoramique, qui à la fois combinait les ruines matérielles, mais aussi le problème de la mémoire par rapport à sa matérialité, donc au reste matériel, mais aussi la mémoire par rapport au verbe. Et c'est intéressant parce que ce matin, au grand cours, on parlait du problème de la mémoire et de l'importance de la mémoire, évidemment, dans tout le monde grec et dans toute culture grecque antique, en parlant évidemment d'Achille, et puis en parlant par la suite par rapport aux monuments funéraires. Alors, donc, on a le temps pour une discussion. Pour des questions, est-ce que je lance voilà. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle? Beaucoup de questions que j'aimerais poser, notamment sur la réconciliation de la trace et de la ruine matérielle, notamment par les processions, qui sont une manière de recréer et de se souvenir de la trace et en même temps, souvent, de passer à travers des monuments et des ruines. Mais ce que je voudrais te demander, c'est, tu as insisté, et c'est évident, sur l'importance de la conception du temps dans la conception de la ruine. Et notamment, Momigliano a insisté sur la différence du temps chrétien. Révolution chrétienne du temps. Est-ce qu'il y a une évolution de la ruine et une révolution de la ruine avec la chrétienté? Est-ce qu'il y a cette assimilation de la révolution du temps, comme l'a montré Momigliano, et d'une révolution de la ruine? Absolument. Là, j'ai présenté un tableau un peu structural, mais si on passe à une vision plus historique, on peut prendre les choses un peu différemment. C'est-à-dire que dans le monde païen, la ruine est quelque chose de nécessaire à proportion de l'investissement social qui s'y réalise. Si elle est observée par un poète, par un homme du commun, par un bourgeois, si une inscription funéraire est lue, toutes les inscriptions qui appellent passants, qui passent devant ma tombe, arrête-toi, etc. Et la ruine a toujours quand même quelque chose d'un peu maléfique qui, pour que ce maléfice soit expulsé, doit être apprivoisé, justement par une poétique ou par des stratégies de remémoration comme les Pompées, etc. Dans le monde chrétien, la ruine va s'investir dans la croix, dans la vraie croix. À partir, donc Anatole Frolov et quelques grands byzantinistes, André Grabar, ont écrit des livres, là encore des milliers de pages, sur la découverte de la croix et l'iconographie de la croix dans l'Occident. Mais à partir du moment où la mère de Constantin, accompagnée du plus grand théologien de l'époque, se rend en Palestine pour trouver la croix du Christ et la découvre, nous avons donc vous savez qu'on découvre 3 croix enfouies dans le sol, et sur l'une des croix, on trouve le titulum qui écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». On a donc trouvé la croix du Christ et les 2 larrons. Et à partir de ce moment, on construit des sanctuaires. Il y a toute une discussion dans le monde chrétien entre une partie du christianisme qui dit « mais Dieu est partout, donc nous n'avons pas besoin de sanctuaires et nous n'avons pas besoin de reliques pour l'honorer. Les reliques sont un plus, mais elles ne sont pas une nécessité. » Et brusquement, cette rupture du 5e siècle qui va faire que les reliques vont devenir constitutives du culte, qu'on ne peut plus construire une église sans avoir de reliques. Donc pour ça, il faut se les procurer. Pour se les procurer, Jérôme dit tout simplement, si nous voulons créer un nouveau culte respectueux du Dieu qui est le nôtre, nous devons faire comme les païens qui s'en allaient à Delphes, qui s'en allaient à Samos, et qui, dans leur pèlerinage, observaient les lieux qui avaient été habités par les grands hommes ou illuminés par les dieux antiques. Nous n'avons qu'un seul Dieu et nous devons lui rendre ce culte en allant nous recueillir sur les lieux de la station du Christ. Donc il y a une révolution qui fait que l'histoire, il y a ce que Venn appelle un embrayement de l'histoire. Brusquement, il y avait à la fois une histoire cyclique
dans l'Antiquité, avec cette idée que seule l'histoire contemporaine, au sens de Thucydide et de Polybe plus tard, était lisible, et que plus on reculait dans le temps, plus c'était la délone. Et d'une certaine façon, la perspective chrétienne renverse, puisqu'on part de cet événement qui est la révélation. Et de cet événement, il y a des traces physiques. Et ces traces physiques, Saint Jérôme, dans les Paralimomena, dit « Pour constituer notre trésor, nous devons aller observer les monuments et les restaurer. Et si nous ne savons pas où ils se trouvent, il faut aller les demander aux rabbins qui vont nous le dire, et nous allons en faire des lieux de culte chrétien. » Donc il y a vraiment une révolution des ruines qui va passer par la théorie des reliques. Et il y a des objets qui rendent compte de ça. Ce sont des reliquaires de voyage, dans lesquels on en a dans le Sanctum Sanctorum, à Rome, au Vatican. Donc ce sont des petites boîtes, il y en a une du VIe siècle après Jésus-Christ, qui est constituée, donc une boîte en bois, avec un chrisme, et à l'intérieur de la boîte, un petit bout de bois qui dit fragment de la croix du Christ, un petit bout de pierre qui dit basilique de l'Annonciation, un autre petit bout de pierre qui dit Nazareth. Donc on fabriquait une espèce d'autel portatif, de reliques, qu'un pèlerin extrêmement riche et extrêmement honoré pouvait acheter. Ça, c'est la première. Donc, à la fois, on savait faire des ruines fixes et des ruines portatives, et ça allait plus loin. Alors la question était, quelle est la vérité des reliques? La vérité des reliques, c'est qu'il y a plusieurs textes, dont Paulin de Nolf, les pères de l'Église, expliquent que la croix du Christ a cette propriété que plus on en retire des morceaux, plus elle se régénère. Que donc elle est toujours la même, et il peut y en avoir 50 ou il peut y en avoir 100. Et c'est assez intéressant de voir que ce texte, j'en ai trouvé l'origine dans un texte de Pline. Parce que Pline dit « Rome est la plus grande cité du monde. Et la grandeur de Rome, c'est les marbres. Or, nous savons très bien que plus nous retirons du marbre dans les carrières romaines, plus la nature les reproduit. » Et on voit que les chrétiens, en quelque sorte, détournent le discours plinien pour dire « Mais n'ayez pas de crainte. Les ruines, il y en aura pour tout, les vestiges, les reliques, il y en aura pour tout le monde. » Je voudrais vous remercier pour cette communication extrêmement riche et qui nous rappelle, parce qu'on l'oublie parfois, toute la richesse et toute l'information qu'on peut trouver dans les textes poétiques. Et puis je voulais vous poser une question de curiosité. Qu'en est-il des ruines dans les civilisations qui utilisent d'autres matériaux de construction, des matériaux plus périssables? Je pense par exemple au Japon, dans une moindre mesure à la Chine. Qu'en est-il? Où va se nicher le concept de ruine dans une civilisation où l'architecture doit être périodiquement renouvelée? Alors l'exemple le plus extraordinaire, mais ce n'est pas le seul, c'est le rituel japonais du temple du sud du Japon, d'Ise. Le temple d'Ise est un temple de bois et de torchis dont les sources littéraires et archéologiques laissent penser qu'il remonte au VIe siècle après Jésus-Christ, au moment où la monarchie japonaise s'approprie la zone d'Ise, donc au sud de Kyoto, pour en faire en quelque sorte le reliquaire de l'Empire. Et le rituel d'Ise est construit sur le contrôle des cycles infinis du temps. C'est-à-dire que tous les 20 ans, 2 ans avant la deuxième décennie, dans une surface attenante au temple principal, en fait il y a 2 temples, un en haut et un en bas. Le sanctuaire d'Ise est un immense sanctuaire de plusieurs milliers d'hectares et constitué de 150 chapelles, dont 2 temples principaux. Les 2 temples principaux sont érigés en bois et en torchis, face à une zone qui n'est pas construite. 2 ans avant l'année 20 du cycle, on construit un second temple à l'identique. Quand on arrive à la 20e année, on transfère les instruments du culte, en particulier le miroir de la déesse, Arikamatsu, du temple A dans le temple B. Le temple B est consacré par des fêtes qui durent 1 an, et le temple A est déconstruit.
on jette ce qui n'est plus utilisable, et tout le reste est distribué d'abord aux sanctuaires les plus proches, puis aux sanctuaires lointains. Et de cette façon, donc, on a pu démontrer, hormis, j'ai eu la chance d'assister avec un certain nombre de collègues architectes au dernier rituel, il y a 2 ans, à Izé, et c'était le 67e. Donc voilà 1200, 1200-1300 ans que les Japonais vénèrent leur divinité principale à travers une construction de bois et de paille, et que pour lui permettre d'exister, la détruisent pour mieux la reconstruire. Donc ça, c'est une... Alors on pourrait... cette parabole, vous la trouvez dans la civilisation japonaise pour la construction du palais royal, et vous la trouvez partiellement aussi dans certaines constructions chinoises. Mais en Chine, c'est différent, parce que les Chinois, ils sont plus proches de Pindar que les Japonais. C'est-à-dire que pour eux, ce sont les poésies qui illustrent le mieux les ruines. Parce que les palais chinois sont construits, là encore, en torchis. Il y a très peu de pierres, sauf à certaines périodes de l'histoire de la Chine. Donc, la monumentalité en Chine ne s'exprime pas dans les monuments, ce que nous appelons nous les monuments, mais dans des objets qui sont les vases de bronze cultuels que l'empereur, les grandes familles, les bourgeois se transmettent de génération en génération. Et ces vases sont inscrits, et de leur réactualisation dans les rituels sort le souvenir des familles. Et nous avons donc toute une théorie des vases qui explique comment les protéger, comment les restaurer, comment les déchiffrer, comment les identifier et comment les imiter. Parce que là encore, quand on n'a pas assez de vases anciens, on fait des faux, et des faux remplacent. Donc il y a dans la civilisation chinoise ou dans la civilisation japonaise cette dimension de l'éphémère qui est merveilleusement... Enfin, l'auteur occidental qui probablement a mieux compris cela, c'est l'archéologue et poète Victor Ségalen. Et vous avez dans son livre publié en 1912 à Pékin, qui s'appelle « Aux 10 000 années », vous avez un poème qui est justement dédié à cela, c'est-à-dire à l'opposition entre Occident et Orient. Pour les Occidentaux, dit Ségalen, c'est repris par tout un tas d'écrivains japonais ou chinois, le passé, c'est le monument, et pour les orientaux, le passé, c'est sa reconstruction. Donc le temps est dans l'artisan, alors que pour nous, le temps est dans l'œuvre. D'ailleurs, un dernier point, au Japon, quand au Meiji, on crée le concept de monument national, il y a quelques monuments nationaux au Japon qui sont effectivement les sépultures des empereurs, qui sont intouchables, et puis il y a dans tous les arts, l'art des fleurs, l'art du no, l'art de la céramique, l'art du bois, des artisans qui sont des monuments nationaux vivants. Et donc il y a tout un processus pour les recruter et pour leur permettre de transmettre. Quand on devient monument national vivant, c'est un honneur extrême. Mais la première, on doit signer deux conditions pour obtenir ce statut: ne jamais quitter le Japon et transmettre son savoir. Tribune. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.